à tous et bienvenue en ce mercredi 29 mai pour la 31e émission de Radio IM Pro. Donc on commence par les informations concernant l'IM Pro. Donc les élèves en stage cette semaine, il y en a qu'une, c'est facile, c'est Méline. Nous remercions certains parents pour leur participation financière pour les diverses sorties prévues par le foyer. Et nous remercions également l'APE qui œuvre dans la réalisation de ces sorties. Donc je vous rappelle un peu les 3 sorties qui sont prévues. Une sortie zoo à Thoiry, une sortie à Disneyland et un spectacle qui sera le gros diamant du prince Ludwig. Donc il y a 3 créneaux horaires qui ont été fixés pour ces sorties. Alors pour l'instant on ne sait pas sur quel créneau horaire auront lieu les 3 sorties. Donc il y aura une sortie le jeudi 27 juin, une le mardi 9 juillet, une le jeudi 11 juillet. Nous vous donnerons plus d'infos prochainement, mais il faut essayer, si vous pouvez, de partir en vacances, si possible pas avant le 11 juillet, pour que vos enfants puissent profiter d'une des 3 sorties. Et tout de suite on va passer aux informations hors IM Pro et on va revenir sur le lundi 27 mai, car le lundi 27 mai, il y a eu la journée nationale et mondiale de la résistance. Et donc, pour parler de la résistance, pour faire un point sur la résistance, on va rejoindre Slimane. Le 27 mai 2019, c'était la journée mondiale de la résistance. L'occasion de revenir sur ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la France contre la folie d'Adolf Hitler et du régime nazi. Alors, qu'est-ce que la résistance ? La résistance désigne un mouvement qui s'oppose à l'occupation d'un pays par des forces étrangères à partir de la Seconde Guerre mondiale. Toute utilisation du terme résistance à une époque antérieure et donc à conseiller. À déconseiller. Ce terme était plutôt utilisé pour une lutte contre l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale dans divers pays de l'Europe où l'Allemagne fut dominante. Alors Slimane, qui sont les personnes persécutées et pourchassées pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Les personnes pourchassées dans les années 1940 étaient les Juifs persécutés après l'instauration du séisme, du nazisme, des résistants s'opposant au gouvernement hitlérien, au camp de concentration, etc. Et les prisonniers en fuite en ayant réussi à s'enfuir ou recherchés par les polices paramilitaires des Gestapo milices françaises. Alors comment les résistants ont aidé ces personnes persécutées ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de réseaux se sont formés pour aider les résistants dans leurs opérations secrètes. Exemple, organisation de vastes presse clandestines, la diffusion de tracts, la production de faux papiers, organisation de grèves et de manifestations. La mise sur pied multiplie filières pour sauver les prisonniers de guerre et évader. Beaucoup de filets comme celles-ci sont formés pour apporter de l'aide aux résistants. Alors, qui a aidé ? Les personnes seules, les femmes jouant plutôt le rôle de subalternes dans les infiltrations, les prêtres en cachent les armes, les réseaux d'aide fabriqués de faux papiers passés. Et qui sont les résistants les plus connus ? Lucien Aubrac et son mari Raymond Aubrac, Maurice Dorion, Jean Moulin. Alors merci à Slimane pour ce retour sur la résistance et on rappelle que c'est grâce à ces résistants que la France a pu vaincre l'Allemagne nazie, aider bien sûr d'autres pays. Il y a eu des résistants dans tous les pays face à l'Allemagne nazie.
Et malheureusement, c'est des personnes qui commencent à disparaître puisqu'ils sont âgés. On en a de moins en moins, donc il faut faire en sorte de garder leur combat vivant. Merci Slimane pour cette lecture. Et tout de suite, on passe à un phénomène plutôt de société, donc c'est le tabac. Et il y a une étude récente qui a montré que le tabac est responsable d'un décès sur 8 en France. Alors, les choses qui ont été mises en avant dans ce rapport, c'est que les hommes sont particulièrement touchés, puisque 19% des hommes sont décédés en 2015 à cause du tabac, contre 7% pour les femmes. Donc pour vous parler de tout ça, on écoute Djariata et Laura. Le cancer, maladie cardiovasculaire et respiratoire, le tabac fait 15 000 morts, 75 000. 75 000 morts en France en 2015, ce qui représente plus d'un décès sur 8 selon les derniers chiffres officiels publiés mardi 28 mai avant la journée mondiale de sans tabac. Comme dans la plupart des pays industrialisés, le tabagisme reste le premier à cause de décès évitables en France, souligné le bulletin épidémiologique hebdomadaire DEH de l'Agence Santé publique France. Le précédent bilan datait de 2016 et portait sur l'année 2013. Il était de 73 000 morts, soit la même proportion par rapport au nombre total de décès cette année-là, environ 13%. En 2015, 75 320 décès ont été estimés attribuant au tabagisme sur les 580 000 décès enregistrés en France métropolitaine selon le BEH. Les hommes ont particulièrement touché, presque 19% des hommes décédés en 2015, soit morts à cause du tabac, 154 400, contre 7% pour les femmes, 19 900. Pour autant, sur le long terme, la tendance est défavorable aux femmes. Entre 2000 et 2015, le nombre de morts attribués au tabac chez les hommes a diminué de 11%, alors qu'il a été multiplié par 2,5 chez les femmes, passant de 8 000 à 19 900. Alors, l'augmentation du tabagisme chez les femmes. Cette évolution est liée d'un changement des modes de vie, diminution globale et tabagisme chez les hommes depuis 1970, mais augmentation chez les femmes. Les causes de mort attribuées au tabagisme sont à concerner de les cancers. Cancer de 61% des cas au premier rang, desquels celui des poumons, une maladie cardiovasculaire de 22% et une pathologie respiratoire 16%. Par ailleurs, la santé publique française confirme des chiffres déjà dévoilés fin mars par le ministre de la Santé Agnès Buzyn. Depuis 2016, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé de 1,6 million, donc 600 000 premier semestre 2018. Obtenu grâce au baromètre santé, enquête réalisée par le téléphone. Ces chiffres en 2018 montrant que les tendances à la baisse se poursuivent. Les pouvoirs publics l'attribuent à l'augmentation provisoire des prix de paquets jusqu'à 10 € ici en 2020, au remboursement de substituts nicotiniques, l'opération mois de sans tabac en novembre. En 2018, 32% des adultes de 18 ans à 115 ans étaient fumeurs, au moins à occasion de cette proposition stable par rapport à 2017.
En revanche, les proportions des fumeurs quotidiens significativement baissé. Elle était 25% en 2018, soit 28% des hommes. 22% c'est les femmes. C'est contre 26 l'année devant. Mais même cette tendance encourageante perdure, elle n'entraîne pas tout de suite une diminution du nombre de morts, prévient Santé publique français. Plusieurs années pouvant séparer les consommations de tabac et de la survenue de maladies en même chez les anciens fumeurs quotidiens. Le risque. Le risque de rester plus élevé que chez ceux qui n'ont jamais fumé. En moyenne, les fumeurs quotidiens concernant de 13 cigarettes ou des équivalents de 14 pour les hommes, 12 pour les femmes. Malgré cette baisse globale, le tabagisme quotidien en France reste très élevé en comparaison d'autres pays de même niveau économique avec de très fortes inégalités sociales. Note François Bourzillot, directeur général de Santé publique France, dans l'édito du BEH. Bien qu'elle se stabilise, ces inégalités restent très marquées. Selon le BEH, les personnes les moins favorisées, chômeurs, personnes peu ou pas diplômées, revenus faibles, sont plus fréquemment fumeuses que les autres. Avant la journée mondiale sans tabac, vendredi, le ministère de la Santé publique France et l'assurance maladie lancent à la radio et sur Internet une campagne de sensibilisation sur une maladie méconnue, la bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO. Enfin, elle est due à une inflammation et une obstruction progressive des bronches. Ces symptômes bronchite chronique d'où grasse pendant plusieurs mois chaque année, bronchite à répétition ou sensations progressives de manque d'air particulièrement handicapante, elle touche en France entre 5 et 10% des adultes, révèle Santé publique France. Elle ne se guérit pas, mais son évolution peut être ralentie par l'arrêt du tabac. Alors merci à Laura et à Djariata donc pour ce petit point sur le tabagisme. Donc le tabagisme, c'est comme tout, c'est pas qu'on vous interdit de fumer. Fumer une cigarette, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est comme l'alcool, il faut savoir fumer et boire un verre de vin une fois de temps en temps et pas tout le temps. D'accord ? Donc il faut savoir réguler, c'est-à-dire faire des choses en prenant son temps et en faisant les choses une fois de temps en temps et pas tous les jours. Voilà. Merci à Laura et Djariata. Alors l'actualité du moment aussi, c'est les résultats des élections européennes qui ont eu lieu donc dimanche et dont les résultats sont tombés dimanche soir et dans le courant de la journée du lundi. Et donc j'ai commencé par vous parler des résultats des européennes dans toute l'Union européenne, dans tous les pays de l'Union européenne. Un Parlement européen plus morcelé que jamais. Donc à l'issue des élections européennes du 26 mai, aucun parti n'aura la majorité. Ce n'est pas une surprise ni une nouveauté dans la mesure où c'était déjà le cas en 2014. La nouveauté, c'est que la coalition gauche-droite, PSE-PPE, ne sera pas suffisante pour obtenir la majorité. Si la droite conservatrice est encore première dans la majorité des pays, son poids diminue considérablement à l'image de la déroute subie en France par les Républicains ou du score historiquement faible réalisé par les conservateurs allemands. Les sociodémocrates enregistrent aussi un recul qui sera accentué le jour où le Brexit sera effectif, puisque 18 eurodéputés travaillistes quitteront le groupe du PSE. Les écologistes signent une belle percée, c'est le cas en France, aux Pays-Bas, mais surtout en Allemagne, où les Verts sont la deuxième force à plus de 20%. Alors, je vais vous faire maintenant un petit point sur les élections européennes et les résultats en France. Donc, qui sont les 79 eurodéputés français, selon les résultats définitifs qui sont tombés lundi ? Sur ce point au moins, les derniers sondages ont été confirmés par le scrutin du 26 mai. 6 listes vont envoyer des candidats siéger à Bruxelles et Strasbourg. Elles se répartissent les 79 sièges en jeu lors de ces élections européennes. Voici les résultats définitifs proposés par le ministère de l'Intérieur. Donc la première liste qui est arrivée en tête, c'est le Rassemblement National, donc le ex-FN avec 23%. En deuxième position, la République En Marche du président Emmanuel Macron avec 22%.
En troisième position, Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot avec 13%. En quatrième position, les Républicains avec 8,5%. En cinquième place, la France Insoumise avec 6,3%. Et en sixième position, le Parti Socialiste avec 6,2%. En tête du scrutin, donc, le Rassemblement National enverra 23 eurodéputés. C'est un de moins qu'en 2014. Précisons tout de même qu'un élu ne siégera qu'une fois que le Brexit sera effectif. En attendant, il y aura 22 Rassemblements nationaux au Parlement. Lors de la session inaugurale, il y aura 21 eurodéputés La République En Marche, auxquels s'ajouteront un peu plus tard un 22e et un 23e. On comptera aussi 12 élus Europe Écologie Les Verts, tandis qu'un 13e patientera le temps que les Britanniques quittent l'Union européenne. Les Républicains qui subissent une déroute historique passeront de 20 élus en 2014 à seulement 8 en 2019, avec un poste gelé quelque temps. La France Insoumise comptera 6 élus, comme les socialistes, mais la 6e devra également patienter à cause du Brexit et de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Donc voilà, donc je vous rappelle que pour les prochaines élections, c'est important de voter, c'est un droit qu'on a depuis un moment, qui a été acquis par des gens grâce à des luttes dans l'histoire. Et donc, même si vous ne savez pas pour qui voter, vous pouvez toujours voter blanc. C'est un vote qui est, même s'il n'est pas comptabilisé, c'est un vote qui est quand même important. Et c'est mieux de voter blanc que rien du tout. Voilà. Et si vous ne savez pas pour qui voter, vous pouvez toujours vous renseigner sur les listes, les différentes listes des différents partis. Et si ça reste compliqué pour vous, vous pouvez demander à des professionnels, à des parents, etc., de vous expliquer un peu les différents programmes. Voilà. Moi, j'ai déjà voté hier. Et tout de suite, on retrouve Ornella pour le plus tôt ou plus tôt. Plutôt Italie ou plutôt Portugal? Portugal. Plutôt plage ou plutôt piscine? Piscine. Plutôt concert ou plutôt film? Film. Plutôt cobaladé ou plutôt booba? Booba. Plutôt la France ou plutôt le Brésil? La France. Plutôt les schtroumpfs ou plutôt Titeuf? Titeuf. Plutôt mafé ou plutôt couscous? Je sais pas. Plutôt casquette ou plutôt claquette? Claquette. Plutôt bronzé ou plutôt aller à la piscine? Bronzé. Plutôt baignade ou plutôt bataille d'eau? Baignade. Plutôt Italie ou plutôt Portugal? Italie. Plutôt plage ou plutôt piscine? La plage, on est là. Plutôt concert ou plutôt film? Concert. Plutôt cobaladé ou plutôt booba? Cobaladé. Attends, il a dit concert. Plutôt France ou plutôt Brésil? Rock. Non, France ou Brésil? La France. La France. Paris Ok. de France. La France. Plutôt schtroumpf ou plutôt Titeuf? Schramp. Ok. Plutôt mafé ou plutôt couscous? Couscous aussi. Excusez-moi. Plutôt casquette ou plutôt claquette? Claquette. Plutôt bronzé ou plutôt aller à la piscine? À la piscine. Plutôt baignade ou plutôt bataille d'eau? Baignade aussi. Bravo. Plutôt Italie ou plutôt Portugal? Je sais pas. Plutôt plage ou plutôt piscine? Plutôt concert ou plutôt film? Concert ou film? Ah, concert. Plutôt cobaladé ou plutôt booba? Balader. Plutôt France ou plutôt Brésil? Vrai. Plutôt schtroumpf ou plutôt Titeuf? Titeuf. Plutôt mafé ou plutôt couscous? Ah bah couscous. Plutôt casquette ou plutôt claquette? Casquette ou claquette? Ah, casquette. Plutôt bronzé ou plutôt aller à la piscine? Bronzé, ok. Plutôt baignade ou plutôt bataille d'eau? Bataille d'eau. Bataille d'eau? Ouais. Plutôt Italie ou plutôt Portugal? Portugal. Plutôt plage ou plutôt piscine? Plage. Plutôt concert ou plutôt film? Plutôt cobaladé ou plutôt booba? Cobaladé. Plutôt la France ou plutôt le Brésil? Brésil. Plutôt les schtroumpfs ou plutôt Titeuf? Schtroumpf. Plutôt mafé ou plutôt couscous? Couscous. Plutôt casquette ou plutôt claquette? Casquette. Plutôt bronzé ou plutôt à la piscine? Bronzé. Plutôt baignade ou plutôt bataille d'eau? Bataille d'eau. Plutôt Italie ou plutôt Portugal? Italien. Plutôt plage ou plutôt piscine? Piscine. Plutôt concert ou plutôt film? Film. Plutôt cobaladé ou plutôt booba? Plutôt Booba. Plutôt la France ou plutôt Brésil? France. Plutôt les schtroumpfs ou plutôt Titeuf? Les Schtroumpfs. Plutôt mafé ou plutôt couscous? Couscous. Plutôt casquette ou plutôt claquette? Casquette. Plutôt bronzé ou plutôt aller à la piscine? Plutôt y Plutôt aller à baignade la ou plutôt piscine. bataille d'eau? Bataille d'eau. Bataille d'eau. Et ce matin, on passe à la session musique. Et la session musique de ce matin, c'est un petit groupe qui n'existe plus. Un très bon groupe qui faisait du reggae. Et ce groupe, il s'appelle Rasta Mito. Donc on retrouve tout de suite un groupe du reggae du groupe qui s'appelle Rasta Mito. C'est parti. Hey yo! Original Rastamito come back again and again and again.
tu dois avancer. Tu dois avancer. Man, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Et enfin saisir sa place. Avancer. Man, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Une vie dure comme ce monde où la peine est longue. Survive à ta volonté. Envie de consommation, d'amour et d'action, mais pas de passion pour y arriver. Même si tes mots sont sincères des deux côtés de la galère, il existe des parvenus à te lamenter sur ton sort. Tu es malheureux mais tu dors comme si c'était peine perdue. Tu dois avancer. Mal, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Et enfin saisir sa place. Avancer. Mal, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Motivation guide tes ambitions. Mais te pousse à l'action pour ne pas perdre la raison. Pose-toi les bonnes questions pour cerner ta mission. Car les chances, tu n'as pas des millions. Mon mec, trouve ta voie. Explique-toi tes choix. Il ne tient qu'à toi de changer ce qui ne va pas. Quand la vie va d'avant, c'est là que tu comprends comment savourer chaque instant. Tu dois avancer. Mal, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Et enfin saisir sa place. Avancer. Mal, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. L'État semble oublier que les jeunes ont la vie dure. À former ces élites qui ne nous connaissent pas, c'est sûr. Pense aux jeunes des cités qui vivent entre deux murs. D'un effet de béton, l'autre par leur vision du futur. Moi je te le dis, ne désespère pas. Tu n'es pas aussi seul que tu le crois. Mais je te le dis, ne t'imagine pas que l'on obtient des autres sans donner un peu de soi. Sans ces tours restons fiers. Rêver de révolution, de se mettre en action, tracer un nouvel horizon. Sans ces tours restons fiers. Rêver de vraies élections. La scène n'est pas mince face à l'abstention. Avancer. Man, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Et enfin saisir sa place. Avancer. Man, bats-toi contre tes démons. Vise le toit du monde. Ne gâche pas tes ambitions. Avancer. Ne plus attendre que le temps passe. Ne pas rester à la masse. Et donc on passe aux actualités du jour. Et les actualités du jour, alors c'est d'abord cette guerre au niveau du téléphone portable entre les Américains et les Chinois. Donc le géant chinois des télécoms, Huawei, lance une nouvelle offensive face à l'administration Trump en annonçant mercredi qu'il avait demandé à un tribunal américain d'annuler l'interdiction tyrannique faite aux administrations fédérales d'acheter ses équipements. Mis à l'index par Washington qui le soupçonne d'espionnage potentiel au profit de Pékin, le groupe avait déjà déposé une plainte en mars au Texas contre cette loi, jugeant que le Congrès des États-Unis n'avait jamais pu justifier les restrictions anticonstitutionnelles visant la compagnie. La loi américaine incriminée, qui avait été promulguée l'an dernier, interdit aux administrations fédérales d'acheter les équipements et services du géant privé chinois ou de travailler avec des compagnies tierces qui sont ses clientes. En Argentine, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en Argentine a échoué de justesse en 2018, mais les militantes argentines n'ont pas renoncé pour autant. Une nouvelle proposition de loi a été déposée mardi au Parlement. Lors du dépôt de la proposition de loi, la députée de gauche Victoria Donda a dit qu'elle tablait sur un vote de la Chambre des députés cette année. Mardi, plusieurs heures avant le dépôt du texte, des dizaines de milliers de jeunes femmes, brandissant des foulards verts, signe de ralliement à la cause pro-interruption volontaire de grossesse, se sont mobilisés devant le Congrès où sera examinée la proposition présentée par 15 députés des principaux partis politiques.
En France, les inquiétudes des ex-salariés de Whirlpool étaient fondées. Tout juste un an après la reprise du site par l'industriel local Nicolas Descailleux, l'entreprise sans débouchés commerciaux suffisants a été placée mardi en redressement judiciaire. Le nouveau propriétaire du site, WN, se trouve dans une impasse de trésorerie très importante qui va le conduire à se placer sous la protection du tribunal de commerce pour assurer la prise en charge des salaires, a ainsi indiqué la préfecture de la Somme en fin d'après-midi. En Israël, la perspective de nouvelles élections, quelques mois seulement après les dernières, se profile de plus en plus nettement en Israël, où il ne reste que quelques heures à Benjamin Netanyahou pour former une coalition gouvernementale. Si les Israéliens devaient retourner aussi vite aux urnes après avoir élu leur parlement le 9 avril, ce serait une première. L'avenir de l'insubmersible Netanyahou au pouvoir depuis plus de 10 ans, sans discontinuer mais cerné par les enquêtes pour corruption, serait plus que jamais en question. Il a jusqu'à mercredi minuit pour rassembler une coalition gouvernementale conformément au mandat que lui a confié le président Reuven Rivlin après les élections. En Union européenne, les dirigeants européens, en particulier le tandem Macron-Merkel, ont affiché leur division mardi autour de la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, ce qui augure d'une négociation laborieuse sur la désignation des nouveaux patrons de l'Union européenne. Difficulté supplémentaire, les chefs d'État et de gouvernement devront en outre trouver un compromis sur ce poste clé avec le nouveau Parlement issu des élections et qui entend imposer comme futur président de l'exécutif européen un candidat désigné par les partis avant ce scrutin. Le premier bras de fer porte sur la présidence de la Commission européenne, donc le remplacement de Jean-Claude Juncker. Et on finit avec l'automobile. Les dirigeants de l'alliance automobile franco-japonaise Renault-Nissan-Mitsubishi Motors se réunissent mercredi en banlieue de Tokyo, avec au menu des discussions sur le projet de mariage entre le groupe aux losanges, donc entre le groupe Renault et le constructeur italo-américain Fiat Chrysler. À son arrivée mardi à l'aéroport, le président du conseil d'administration de Renault et le nouveau pilote de partenariat Jean-Dominique Sénard a livré un message d'optimisme. Fiat Chrysler a présenté lundi une proposition de fusion donc avec Renault afin de donner naissance au troisième groupe mondial du secteur. Et tout de suite, on passe au journal des sports. Et au journal des sports, cette semaine, il y a plusieurs choses. Il y a du football avec un nouvel entraîneur pour l'Olympique de Marseille. Il y a également, donc on va vous parler un peu de l'e-sport aussi. Et il y a également du rugby. Alors on commence tout de suite par le football avec notre journaliste sportif. C'est Monsieur Slimane, donc on y va. Donc Slimane, vous allez nous parler du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui est, je crois, André Villas-Boas. Oui. L'entraîneur portugais qui remplace Rudi Garcia a signé un contrat de 2 ans. La semaine dernière, l'entraîneur Rudi Garcia a annoncé son départ de l'Olympique de Marseille. Après le dernier match de la saison, moins d'une semaine plus tard, le club phocéen a déjà trouvé son successeur en la personne d'André Villas-Boas. Intronisé ce mardi 28 mai, Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, a scellé l'accord de 2 ans qui lie désormais le coach portugais en club marseillais. Passé par Chelsea, Tottenham ou encore le FC Porto, où il a remporté la Ligue Europa en 2011. André Villas-Boas était libre depuis son départ du club 6 mois de Shanghai 6 PJ en novembre 2017. Le profil de l'entraîneur expérimenté a plu au propriétaire de l'OM, Franck Marcoux. La philosophie et l'approche du jeu d'André Villas-Boas s'aligne sur ce que nous souhaitons pour l'OM et contribueront à revitaliser notre projet. Après une campagne décevante, une satisfaction à partager, Jacques-Henri Hérault, qui a complété la communiqué en précisant que l'entraîneur prendra ses fonctions le 1er juillet. Renommé The Special Two, en référence au monteur José Mourinho, The Special One, André Villas-Boas avait largement contribué en
malmené et déstabilisé Tottenham au plus haut niveau lors de la saison 2012-2013. Il avait réalisé un incroyable quadruplé en 2011 avec le FC Porto. Alors, en rugby, on va vous parler de l'autopsie d'un échec, c'est celui de Castres, donc le champion en titre, qui défendra pas son titre cette année. L'annonce du départ d'Urios pour Bordeaux a cassé la dynamique. Avec des cadres moins présents et des blessés trop nombreux, le club, le Tarnais, a perdu ce caractère qui faisait sa force la saison passée. Alors, le traumatisme du départ d'Urios. Le manager ne pensait pas que l'annonce de sa future destination ferait autant de dégâts. Et pourtant, quand Christophe Urios a annoncé le 17 novembre qu'il partait non pour le 15 de France, mais pour prendre en main l'Union Bordeaux-Bègles, la nouvelle a déstabilisé ses troupes. De l'incompréhension pour les uns, en mode Bordeaux n'est pas meilleur que Castres, un sentiment de trahison confus pour d'autres, qui avaient suivi Urios depuis Oyonnax. Ça a provoqué un coup de mou, reconnaît le manager. Le groupe pensait que j'allais prendre une équipe nationale. Quand j'ai annoncé aux joueurs que j'avais signé à Bordeaux, j'ai senti qu'ils étaient assez étonnés. Pourquoi Bordeaux alors que Castres c'est mieux? C'est comme si les joueurs s'étaient sentis un peu abandonnés, au point de le lâcher. Je n'ai pas senti une cassure, dépend Christophe Furios, mais une relation un peu différente. Ça s'est aussitôt soldé par 2 défaites à la maison contre Agen, en sachant que le manager d'Agen me remplacerait à Castres, et contre Bordeaux. J'ai mal géré cette période et je l'ai mal vécu. Pour un bilan étonnant. Si Castres a accompli un parcours de tenant du titre à l'extérieur, 8 victoires loin du Tarn, la qualification s'est envolée à domicile avec 6 défaites dont les 3 dernières réceptions. Une seule victoire aurait suffi. Alors les raisons aussi de l'échec de Castres, c'est des cadres qui ont été pas au niveau. Donc Christophe Furios refuse de nommer les coupables, alors il se contente d'une généralité. J'ai trouvé les mecs usés sans ressort, des mecs qui ne se révoltent pas. J'ai tellement de passion, d'amitié pour ce groupe que je ne vais pas noircir le tableau, mais je trouve que des garçons ont changé. Il y a eu des défaillances individuelles. Charge à nous de désigner ces joueurs. Il est incontestable que la charnière a moins pesé. Benjamin Urtapieta a loupé quelques gestes décisifs et Rory Cocotte n'a pas souvent été ce pitbull, ce compétiteur forcené qui emmène toute l'équipe dans son sillage. Mathieu Babillot, capitaine, s'est parfois un peu oublié entre déception de ne pas être appelé en équipe de France, fatigue physique et mentale, quelques petits bobos aussi. Enfin, Rodrigo Capo Ortega, opéré d'une hernie, n'a disputé que 9 rencontres de top 14 cette saison, alors que la dernière titularisation remonte à début décembre. C'est peu de dire que l'emblématique capitaine de Castres, l'honneur et la furia aux tripes, a manqué quand l'équipe a plongé. Et il y a également eu énormément de blessés à l'infirmerie. Pour le sprint final, le champion de France a été privé de nombreux éléments. Capo Ortega, mais aussi les piliers Daniel Kötze et Tudor Stroé, le deuxième ligne Thibaut Lassalle, le puissant flanqueur Seth Maffy, le néo-bleu Anthony Gelonc ou encore derrière le prometteur ailier Martin Lavaux, l'arrière Scott Spedding et le caractériel Julien Caminati, des talents et des compétiteurs qui ont fait défaut dans un effectif qui ne présente pas la même profondeur que les autres cadors du top 14. Durant la saison, le CO avait déjà dû faire face, entre autres, aux indisponibilités longue durée de Julien Dumora, Geoffrey Palis ou Anthony Gelonc. Si la grinta défensive était encore là, 499 points concédés, meilleure défense de la saison régulière, les manques offensifs étaient trop rédhibitoires pour renverser le cours de ces trop nombreuses défaites à domicile. Et maintenant qu'on vous a parlé du foot et du rugby, il reste une dernière chose dont on aimerait vous parler, c'est une chose qui prend de l'importance dans le sport, c'est le monde du e-sport. Alors le e-sport c'est quoi? En fait le e-sport c'est des joueurs professionnels de jeux vidéo qui jouent à plusieurs jeux vidéo. Donc par exemple il y a des joueurs professionnels de FIFA par exemple. Et donc pour vous parler de tout ça, c'est Slimane. Donc on écoute Slimane. Depuis quelques mois, Léo Robin vit à 18 ans d'un métier atypique e-sportif. E-sportif en clair, joueur professionnel de jeux vidéo. Quand il ne l'a pratiqué que comme une passion, la compétition des jeux en ligne lui rapportait déjà des gains. Les cash prizes. Lors de tournois à l'automne 2018, un club lui a proposé une rémunération mensuelle pour qu'il figure dans une de ses équipes. Le sport électronique BAD était similaire au sport traditionnel aux amateurs. Avec amateurs, professionnels, ligues, équipes, joueurs internationaux, contrats, saison
sponsor chaîne dédiée. Ce métier est en plein ressort Et sort. et sort avec l'explosion du sponsoring des tournois par des marques comme Léo Robin qui évalue à plus d'un millier le nombre de joueurs gagnant au moins de le SMIC chaque mois avec l'activité en France. Dans la pratique, les gens ne sont pas embauchés et adoptent souvent le statut d'entrepreneur. Dans ce cas, leur protection sociale maladie retraite est très faible et ils n'ont pas droit au chômage. Le fait de n'avoir qu'un seul client, ce qui caractérise normalement un lien de subordination, pourrait justifier des recours en justice de requalification en contrat de travail. Léo a signé un contrat commercial et non salarié sur 6 mois. Ferrar, il est logé avec toute son équipe à Paris en colocation et des causes les encadrements. La journée de travail est composée le plus souvent de 3 heures l'après-midi et de 3 heures le soir, sauf période d'entraîneur intensif. Il voyage aussi régulièrement à l'international pour des tournois. Pour France Charrier, avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies, le législateur devrait encadrer davantage la profession. Aux horaires à rallonge, au recours abusif, à l'auto-entreprise et au partage inéquitable des gains avec des éditeurs s'ajoutent des problèmes de droit à l'image et de protection de données personnelles. Les joueurs se soucient aussi trop peu de la déclaration fiscale de leurs gains et s'exposent à des redressements. L'avocate observe parmi sa clientèle des situations de désocialisation et de déscolarisation, surtout chez les très jeunes joueurs qui sont aussi les meilleurs. Les éditeurs et agents exercent sur eux une forte pression en leur tendant le miroir aux alouettes. Mais tous ne percent pas. Les parents doivent davantage prendre leurs responsabilités pour éviter que leurs enfants ne soient pris comme des machines à clics jetables et faussement consentants. Léo est conscient que s'il gagne très bien sa vie pour son âge, il devra sans doute s'arrêter d'ici ses 25 ans, âge où les automatismes déclinent. Il compte alors reprendre ses études de communication et il réfléchit à une autre façon de vivre du sport électronique, le streaming. En diffusant sur Internet en direct leurs parties et en les commentant dans un objectif de divertissement, de nombreux joueurs obtiennent ainsi des dons et des abonnements payants à leur chaîne. Et donc voilà les avantages et les inconvénients du e-sport. Et un petit point Roland Garros, donc parce que vous savez que c'est la compétition de tennis, le Grand Chelem qui a lieu en France. Et donc aujourd'hui il y a un duel franco-français, donc 2 Français qui s'affrontent, Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert. Tout de suite on retrouve Janice qui va nous parler un peu de son retour de stage. Alors Janice, comment ça s'est passé? Bien, tu étais à quel endroit? À la résidence Soleil. À la résidence Soleil. Alors qu'est-ce que tu as pu faire là-bas? Là-bas il y a la peinture. Ouais, de la peinture, quoi d'autre? Des sorties peut-être? Les sorties. Qu'est-ce que tu m'as montré aussi tout à l'heure? T'as gagné une médaille. En faisant quoi du coup? Une course. Une course? Est-ce que tu t'es fait des copains à la résidence Soleil? Oui. Ouais, tu peux nous dire un peu? Antoine. Ouais. Thibaut. Ouais. Et d'autres? D'autres copains? Plein d'autres, tu te souviens plus des noms? Non. D'accord. Est-ce que tu aimerais bien y retourner? Oui. Oui? Ah bah c'est super. C'est super. Merci Janice pour ce retour de stage. La séance un peu ciné-culture. Et donc dimanche c'était la fin et la cérémonie de fin de clôture du Festival de Cannes 2019. Donc simplement pour vous en parler rapidement, pour vous donner les noms des 2 grands prix, la Palme d'Or revient à Parasite, au film Parasite, et le Grand Prix au film Atlantique. Et pour vous parler un peu de ça en détail, on va accueillir Laura et Djariata. Alors c'est parti. Le palmarès fait cohabiter valeurs sûres de nouveaux venus. Sur 8 cinéastes qui n'avaient jamais participé au festival, 4 ont été désignés. Lors de la soirée,
de palmarès du 25 mai au fur et à mesure que les prix étaient décernés. Et à Cannes, quand un prix est attribué à un film, celui-ci doit s'en contenter, car il est interdit de les cumuler. On a fini par se demander si 2019 serait l'année de la première palme accordée de plein droit à une réalisatrice. Pour rappel, en 1994, Jane Campion avait partagé la sienne avec Chen Kane, ne restant à attribuer que le Grand Prix et la Palme d'Or. Pour les films représentés sur les fauteuils du Grand Théâtre Lumière par leur auteur ou leur interprète avaient été récompensés, à l'exception de ceux de la franco-sénégalaise Mati Diop et du coréen Bong Joon-ho. Finalement, la 72e édition restera comme celle qui vit un cinéaste coréen remporté pour la première fois la récompense suprême. Le jury présidé par Alejandro González Iñárritu a décerné la Palme d'Or à Parasite, le 7e long métrage de Bong Joon-ho, film de terreur et dissertation impitoyable de la société coréenne. Et Mati Diop a reçu le premier prix, deuxième trophée dans la hiérarchie cannoise pour Atlantique. Un prix qui, par le passé, a récompensé, comme l'a fait remarquer Michael Moore, qui le remettait Ingmar Bergman ou Joseph Mankiewicz. Le réalisateur de Babel et ses jurés, Kali Richard, Alice Rankwasher, Maimouna Ndiaye, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, Ellie Fanning, Pavel Polikovski et Enki Bilan ont respecté les intentions de Thierry Frémaux, délégué général du festival, et de ses sélectionneurs qui avaient construit un assemblage de valeurs sur Pedro Almodovar, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Ken Loach, Quentin Tarantino, Marco Bellocchio et de nouveaux talents. Dans la première catégorie, le jeune Ahmed des frères Dardenne, prix de la mise en scène, Douleur et gloire de Pedro Almodovar, prix d'interprétation pour Antonio Banderas, It Must Be Even d'Elia Suleiman. Mentions spéciales ont été désignées. Vas-y. Oui. Les quasi-totalités des autres récompenses sont allées aux nouveaux venus en compétition sur 8 cinéastes qui avaient jamais participé aux 4 étaient désignés. Mati Diop, déjà cité, Jessica Osner, prix de interprétation, Emily Bresson pour Litigieux, Céline Sciamma, prix de science pour prix du scénario pour prix portrait de la jeune fille en feu, et Lydia Lee, prix de jury pour les Misérables partagé avec Bakuro, Claubert, Monda Mendoza Filho et Giuliano Dornel. Il est plus facile de construire un palmarès qui fait l'unanimité des années de vache, malgré quand une poignée de films se distinguent, mettant pour cette 70e édition Alejandro González Iñárritu. Ses camarades étaient forcés de commettre un suicide pour priver encore une fois Pedro Almodovar de Palme d'Or, ignorer le trot de Marco Bellocchio, laissé ainsi cinéaste italien
bredouille, comme toujours revenu en Cannes, faire comme les Comme si les prodiges. Mise en scène de Once Upon a Time in Hollywood. Qui n'est pas quoi qui passe du fond du film, comme Xavier Dolan se retrouvait avec Mathias et Maxime. Reste que le reflet de l'ensemble des films en compétition, le palmarès donne une image assez complète du cinéma tel qu'il existe en dehors ou aux marges des multinationales, studios ou plateformes qui le gouvernent. Le même jury, les mêmes acheteurs de films, les mêmes journalistes, les mêmes cinéphiles ont vu l'énorme production de Quentin Tarantino tournée et projetée sur pellicule 35 mm avec les millions de dollars d'un studio Sony par la grâce du statut unique de son auteur. Un réalisateur qui est aussi une star hollywoodienne, et Atlantique réalisé en numérique à Dakar avec des moyens 50 fois moins importants. Le festival a accordé un an de sursis supplémentaire à la fiction de l'unité du cinéma, de la distraction de masse à l'expérimentation. On y a d'autant plus facilement cru que les films présentés en compétition cette année cultivaient les mêmes thèmes, quelle que fût leur origine géographique, leur filiation esthétique. Dans les laboratoires londoniens futuristes de Little Joey, comme à Tiaroe, faubourg de Dakar où se passe Atlantique, les humains sont possédés par des forces qui émanent des malheurs de la planète. Dans le petit village du nord-est brésilien de Bacurau, comme dans le mégapole coréen de Parasite, les différences de classes de culture se muent en confrontations violentes. Ce portrait du monde incite pas à l'optimisme et les intervenants de cette cérémonie de clôture cannoise ont multiplié les mises en garde contre la délinquance de la démocratie, le président du jury, les ravages de la misère sur le corps social, Ledge Lee, le mépris des artistes et des créateurs, Kleber Mendoza Filho. Personne n'a évoqué les dangers qui menacent le cinéma, la censure qui pèse de plus en plus lourdement en Russie, en Chine et ailleurs, la disparition sur d'immenses territoires des salles qui montrent autre chose que les produits de grande consommation, le poids croissant des formes de diffusion qui privent le cinéma de sa dimension collective. Mais tout le monde y pensait et il faudra bien les évoquer, les affronter l'année prochaine ou celle d'après. Et tout de suite, on retrouve Janice et Diriata pour les sorties cinéma du mercredi 29 mai. Alors le premier film qu'on a choisi cette semaine, c'est Rocketman, bravo, Janice, de Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell et Richard Madden. Rocketman et nous raconter la vie hors commun Elton John depuis ses premiers succès jusqu'à ses consécrations. Entre Arsenal national des films retrace la métamorphose de Reginald Dwight, une jeune pianiste prodige timide en une superstar mondiale et aujourd'hui en commun connu sous le nom de Elton John. Jeune histoire d'un interprète sur fond des plus belles chansons de stars de nous vivant fait vivre incroyablement succès enfin d'une petite ville Provence devenue icône de la pop culture mondiale. Alors le deuxième film qu'on a choisi cette semaine, c'est Venise en Italie. Venise n'est pas en Italie, bravo Janice, de Ivan Calberac avec Benoît Poulvord, Valérie Bonneton et Elie Tona. Élevé dans une famille fantastique et inclassable, Émile est invité par une fille dont il est amoureuse. Venise pour les vacances, seul problème de la taille, ses parents décidant d'accompagner avec leur caravane pour voyager ainsi rencontrer les initiatiques. Le troisième film, c'est Tends-moi la main de Franck Lopis avec Franck Lopis, Pierre Raffi et Pascal Sauval. William sort de prison après plusieurs années. Il n'a pas vu son fils grandir, à chercher à reconquérir par tous les moyens. Mais il passe. William vient hanter le nouveau passé qui représente une réelle danger pour son fils et lui. Le quatrième film de cette semaine, c'est Godzilla 2. Yes, de Michael Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown. L'agence cryptozoologique Mars doit faire face aux vagues de monstres titanesques comme le Godzilla, Monstra Ronde, surtout le redoutable roi Ghidorah, 3 têtes en combat
ses précédents entre les Créature. créatrices considérées jusqu'à comme chimiques de menace d'éclater. Alors, le dernier film cette semaine, c'est Nini 2, bravo Janice, de Anne Jafferi, avec Mathilde Seigné, Xavier Desmaisons et Arié Elmaleh. Suite à une opération chirurgie esthétique ratée, une comédienne a fait appel à Sophie pour remplacer sur son prochain tournage, sans douter qu'il s'agit de se proposer De sa propre sœur. Sœur jumelle dont elle était ignorant l'existence. Dont elle ignorait l'existence. Bref, bravo, merci beaucoup les filles pour ces sorties ciné du mercredi 29 mars. 29 mai. 29 mars. Et après le cinéma, on va passer à la science. Et donc, je vais vous parler de Léonard de Vinci, il y a deux chercheurs qui pensent que Léonard de Vinci aurait été atteint d'un trouble de déficit de l'attention, ce qui pourrait expliquer son génie. Léonard de Vinci a produit certains des plus grands chefs-d'œuvre artistiques de notre histoire. Pourtant, des rapports historiques démontrent que certaines de ses créations demeurent incomplètes. Deux chercheurs, donc, se sont intéressés aux raisons de ces inachèvements. Je suis convaincu que le TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est l'hypothèse scientifique la plus plausible pour expliquer la difficulté de Léonard de Vinci à terminer ses travaux, avance Marco Catani, professeur de psychiatrie au King's College de Londres, dans une étude publiée le 24 mai. Intitulé Leonardo da Vinci, A Genius Driven to Distraction, Léonard de Vinci, un génie entraîné vers la distraction, ce travail de recherche soulève l'idée que le TDAH pourrait aussi expliquer le génie de l'artiste italien. Symbole de sa créativité, le célèbre tableau de la Joconde serait d'ailleurs une œuvre incomplète, comme le rappelle l'étude. Les chercheurs tempèrent en précisant qu'il est toutefois impossible d'établir un diagnostic post-mortem pour une personne qui a vécu il y a 500 ans. 3% des adultes français atteints de TDAH, peintres, géologues, architectes, sculpteurs, botanistes, cartographes, mathématiciens ou encore musiciens, Léonard de Vinci a multiplié les spécialités et les projets. Un phénomène qu'il est possible de relier à des déficits d'attention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité, 3 symptômes révélateurs d'un TDAH, selon TDAH France. Sur son site web, l'association précise que ce trouble, principalement décelé chez les plus jeunes, est aussi davantage fréquent dans les familles où un enfant présente déjà un TDAH. En France, le TDAH, donc, je vous répète, pour ceux qui auraient oublié, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité touche environ 4% des enfants en âge scolaire, soit 1 à 2 par classe, et 3% des adultes. Donc on verra si les études futures nous disent et nous indiquent précisément si Léonard de Vinci souffrait bien de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ensuite on retrouve Diriata qui va rencontrer les professionnels et qui va leur poser une devinette. On retrouve Diriata. Je suis en tête de file, mais au bout de... Mais à bout de nerfs, qui suis-je? Je suis en tête de file et à bout de nerfs, qui suis-je? Je suis vénère. Non, c'est pas ça. Aucune idée. C'était le F. La lettre F. J'ai dit tu vas dormir. Parce que là, je suis en tête de file, mais à bout de nerfs, qui je suis? À bout de nerfs. Je suis en tête de file et à bout de nerfs. Qui suis-je? Moi, quand je fais les courses. Ah, ça aurait pu. Non, la réponse était F. Le F. La lettre F. Ouais, ces questions, elles vont peut-être. Je suis en tête de file, mais au bout de nerfs, qui je suis? Je suis en tête de file et à bout de nerfs, qui suis-je? Je suis en tête de file et à bout de nerfs, qui suis-je? Valérie Viegas. La réponse était le F. Je suis en tête de file, mais en bout de nerfs, qui je suis? Je suis en tête de file et à bout de nerfs. Qui suis-je? Tête de file et à bout de nerfs. Je dirais un ballon, mais un ballon de foot. Non, en fait, il faut bien s'intéresser aux deux mots. Je te donne une piste. Tête de file et à bout de nerfs. La réponse était le F. Ah! Je suis en tête de file, mais au bout de nerfs, qui je suis? Je suis en tête de file et à bout de nerfs. Qui suis-je? Je suis en tête de file et à bout de nerfs. Je ne sais pas. Je trouve pas. C'est quoi la réponse? Je donne ma langue au chat. La F. La lettre F. Ah, mais oui! Ah, c'est... Ah, bravo!
fil, mais en bout de nerf. Qui je suis? En tête de file et à bout de nerf. Qui suis-je? Un truc, un morceau de viande, non? Non. Alors, faut pas s'intéresser au sens. Oui, ben oui. Je sais pas. Alors, Diaretta, la réponse? Lettre F. La lettre F. Ah oui, ben, Tête de bien file, sûr, bout de nerf, très ouais. bien. Ouais. Très bien. Oui, je suis en tête de fil, mais au bout de nerf. Qui je suis? Je suis en tête de file, mais à bout de nerf. Qui suis-je? En tête de fil, mais à bout de nerf. Ouais. Alors moi, en plus, je suis nulle pour ces trucs-là. Je sais pas, tête de fil, moi, ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi j'ai pensé aux courses cyclistes, là, mais je vois pas le rapport avec le bout de nerf. Il y en a une qui nous a sorti les courses. C'était pas bête. J'y avais même pas pensé, mais c'était pas bête. Donc, T'intéresses pas au sens. Intéresse-toi plus aux mots. alors, je suis en tête de course, mais à bout de nerf. Tête de fil, mais à bout de nerf. Focus sur fil et nerf. Et nerf, ouais. Focus sur fil et nerf. Pas d'idée? Non. C'est la réponse, c'est le F, la lettre F. La lettre F. Tête de fil, bout de nerf. Ah, bah oui. Bah évidemment, quand on dit La réponse, ça paraît évident. Ça paraît évident, ouais. Merci à Diaretta pour les devinettes du jour. Et tout de suite, on retrouve Janice pour la météo du jour. Alors, la météo de demain surtout. Donc demain, je rappelle à tout le monde, c'est un jeudi et un vendredi non travaillé à l'IM Pro, donc vous serez chez vous. Donc quel sera le temps pour demain? Alors demain, Janice, il fait quel temps? Bon. Ah, il fait beau là, non? Non, mais il pleut. Ouais, demain il pleut toute la journée. La journée. Et alors, il fait combien le matin? 13. 3 degrés. Le Matin. Ouais, et 18. Degrés l'après-midi. Voilà, excellent Janice. Donc demain, faut sortir les parapluies si vous êtes chez vous et que vous voulez sortir. Et par contre, vous aurez un beau week-end normalement le samedi et dimanche. Il fera très beau et très chaud. Donc si vous devez sortir, on vous conseille de sortir le samedi et le dimanche. En plus, je crois, si je me trompe pas, que vers Villebon et Palaiseau, c'est les guinguettes. Voilà. Merci Janice. C'est déjà la fin de 30e émission. On se retrouve mercredi prochain et bon week-end. Ouais.